MCS présente avec Carl Guns, un film sur une passion qui a conduit un jeune et talentueux artisan à fabriquer ses propres fusils. Une passion née en Méditerranée qui a conquis le monde entier. Nous sommes à Ajaccio, sur l'île de Corse, au Mare Nostrum. Située sur la côte ouest de l'île, cette ville s'étend sur la côte nord du golfe d'Ajaccio, entre les îles Gravona et les îles Sanguinaires. De nombreuses plages et criques bordent son territoire, surtout dans la partie ouest, où il est particulièrement accidenté. Mais cette île est également montagneuse, ce qui lui donne son caractère si particulier. Au début du XXe siècle, certains l'avaient surnommée l'île verte pour la différencier des autres îles méditerranéennes plus arides. Les montagnes couvrent les 2/3 de l'île, bordées çà et là de villages typiques. Monte Cinto est le plus haut sommet, avec 2700 mètres d'altitude. Situées près d'Ajaccio, à l'entrée de la baie, les îles Sanguinaires sont à visiter. Elles portent ce nom car elles sont composées de porphyre. C'est une roche magmatique, rouge sombre, qui flamboie sous le soleil couchant, les nimbant d'une aura sanglante. De son phare, nous dominons l'entrée du golfe. L'environnement est exceptionnel pour les bateaux et les sports nautiques. C'est ici que commence notre aventure, dans ces rochers qui se confondent avec la mer. Depuis la pointe Parata, vous pouvez voir la mer qui est plus agitée que d'habitude à cause d'une semaine tumultueuse dans le golfe de León. Quand c'est bon pour les uns, c'est mauvais pour les autres. Mais il semblerait que le lendemain, nous aurons une journée plus calme et que nous pourrons pratiquer notre passe-temps favori, la pêche sous-marine. Une froide matinée se lève sur la zone protégée du golfe et, malgré la température, nous plongeons. Nous ne sommes pas loin de la ville et il me semble incroyable que les fonds marins soient aussi intacts. Entre corbes et autres poissons, Carl se dissimule parmi les rochers. Le choix du poste à Agachon reste primordial. La Méditerranée est le berceau de la pêche sous-marine. Sa pratique requiert une technique irréprochable et une constante adaptation. Cette passion a conduit Carl Hernandez à fabriquer ses propres fusils. Artisanal, sur mesure, chaque détail a son importance. Sa production ne cesse d'augmenter car il est à l'origine de l'un des meilleurs fusils du monde. Moi je suis originaire de Lyon. Donc c'est dans le sud de la France, mais à 200 km de la mer. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à 18 ans. Mais j'avais mes grands-parents qui habitaient dans le Massif central. Et quand on allait en vacances, j'ai commencé... Bon, le Massif central, c'est une région où il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et mon père est pêcheur à la ligne, mais il n'était pas chasseur du tout. Donc il m'a appris à pêcher en eau douce, les truites, les brochets, et en mer. Mais la chasse sous-marine, c'était pas son domaine. J'ai commencé tout seul plus tard, la chasse sous-marine. Mon petit frère avait acheté un petit fusil de 50 cm pour... lui, ça lui plaisait.
moi ça me tentait même pas spécialement. Et un jour, c'était à l'île d'Oléron, presque par hasard, j'ai pris le fusil, je suis allé chasser et je suis rentré avec 20 kilos de poisson. Parce que c'était naturel de le faire. Et du coup, ça m'a plu. J'avais acheté après, la semaine d'après, j'en ai acheté un 75 un peu plus grand. Et 2 semaines après, j'ai acheté un modèle d'1 mètre et j'ai commencé tout de suite à pêcher à l'agachon, dès la première semaine. Dès le premier jour même, j'ai commencé à pêcher à l'agachon. Je savais même pas que ça s'appelait un agachon, mais ça m'est venu comme ça. Et ensuite, les voyages, les stages, les différents travail que j'ai fait m'ont fait pêcher différentes zones. J'ai vécu en Afrique, où j'étais dans l'eau au moins 6 ou 7 heures par jour pour collecter des poissons d'aquarium. Donc j'ai appris l'apnée tout seul, mais très vite. Et ensuite, j'ai voyagé en Tunisie, j'ai pêché dans le sud de la France beaucoup, et la côte atlantique. Ça m'a permis de voir différents types de pêche, différentes ambiances, et d'apprendre très vite la chasse sous-marine. Mais ce que je me suis rendu compte à un moment quand j'habitais sur la côte atlantique, c'est que ce que je préférais par-dessus tout, c'était l'eau claire. Et c'est ce qui m'a fait venir en Corse. Parce que ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une mer où on peut aller presque tous les jours chasser, et de l'eau qui est chaude et bleue une bonne partie de l'année. Quand je suis arrivé en Corse, c'était pour une des espèces qui est mythique de la Méditerranée, c'était pour pêcher les dentilles. Mais paradoxalement, c'est le premier endroit où je suis arrivé où la chasse était difficile. C'est-à-dire que partout ailleurs, quand je me suis mis à l'eau, j'ai toujours pris des poissons. Les bars en Atlantique, c'est très facile. Et quand je suis arrivé ici, mais les premières sorties, je voyais pas grand-chose. Et puis surtout, avec les eaux très claires, les poissons se tenaient loin. Donc c'est la première fois où j'ai raté des tirs. Parce que je me rappelle de ma première dorade où je la voyais et quand j'ai tiré, la flèche est passée dessous. Et là, je me suis dit, il va falloir réfléchir. Et c'était la première fois que c'était un petit peu difficile. Donc j'ai appris à pêcher le denti. Ça m'a pris 2-3 ans pour être au point. Même plus en fait. Mais je me suis vraiment intéressé à cette espèce. Donc forcément à la pêche à l'agachon. Mais c'est une pêche où il faut s'adapter sans cesse. C'est ce qui la rend intéressante. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à fabriquer mes fusils. J'avais acheté un fusil du commerce, puis un autre, en n'étant pas tout à fait satisfait, et j'ai commencé un jour à faire un premier fusil roller. Alors, il n'était pas très beau, il était même très moche, mais il marchait bien. Le premier jour où je l'ai utilisé, j'ai pris un denti qui faisait presque 8 kg. C'était un de mes premiers gros dentis. Et du coup, j'ai continué. Après ce premier fusil, j'ai continué à en faire d'autres. Parce que je me suis dit, oh, ça marche bien, mais c'est pas très beau, je dois pouvoir améliorer encore ça ou faire un peu mieux. J'en ai fait un deuxième, un troisième. Et petit à petit, j'ai commencé à en faire pour les amis aussi. Et là à un moment, j'ai pris la décision de déménager parce que j'habitais dans un appartement, je faisais ça sur ma terrasse. Et les voisins, entre la poussière et le bruit les week-ends, ils commençaient à en avoir un petit peu marre, ce qui était normal. Donc j'ai pris une maison, où je suis là maintenant, et j'ai commencé à creuser toutes les problématiques, l'équilibre, les différentes méthodes. Je partais de rien, j'avais jamais fait de fusil de ma vie, donc j'ai commencé et j'ai persévéré, parce que c'était surtout ça, il fallait apprendre tout seul, recommencer, améliorer tout le temps. Maintenant, encore aujourd'hui, j'améliore sans cesse les produits, c'est-à-dire que chaque fin de saison, et avec chacun de mes clients, quand il me dit tiens, ça c'est pas terrible, on peut encore améliorer, cette pièce-là, regarde, elle a un petit peu bougé, j'en tiens compte, et pour la saison suivante, j'améliore. Ça prend un petit peu de temps, c'est jamais très rapide, parce que quand on fabrique une pièce, il faut en faire fabriquer au minimum 20 ou 50, donc ça demande, c'est toujours un petit peu en décalé, mais j'améliore sans arrêt les produits. Chaque modèle de fusil, je l'ai créé par rapport à un besoin technique, souvent par rapport à une personne qui est venue me demander quelque chose, et j'ai réfléchi, je dis tiens, comment je peux répondre à ses besoins. Et après, du coup, on a fait différents modèles. Il y a la gamme Joker. Joker, c'est vraiment un fusil qui est passe-partout, c'est-à-dire que c'est plus performant qu'un fusil classique, mais c'est un fusil qui est tourné essentiellement pour la pêche à l'indienne, l'agachon dans peu d'eau, mais qui est aussi polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut pêcher à trous. Donc c'est un fusil qui est très bien pour les chasseurs qui ne veulent pas s'encombrer avec plusieurs fusils. Ça, c'est la gamme Joker, je l'ai créé pour ça. C'est un fusil que je fais de la taille 75 à la taille 95. Je pense que c'est un modèle que tout chasseur devrait avoir dans sa gamme parce que ça sert toujours dans certaines conditions. Pour moi qui pêche profond, ça me sert quand je pêche les mostels à profond ou quand on veut s'amuser à pêcher les sards dans les éboulis. On pêche avec ce modèle-là, mais c'est un modèle avec lequel j'ai pris aussi plusieurs gros dentis. Ensuite, il y a un modèle un peu plus... C'est un des modèles qui a eu le plus de succès, c'est l'épéor. L'épéor, c'est un simple roller qui est boosté au maximum. L'épéor, c'est un fusil qui est tourné pour l'agachon, sans être une arme qui est trop massive, trop lourde. Donc c'est une arme où il y a
il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de confort. Elle n'a pas de recul, elle a une bonne portée de 5-6 mètres dans des longueurs de 1m10, 1m15. Et c'est un fusil qui est très précis, avec lequel vraiment, qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que les gens sont contents et c'est agréable en main, c'est performant. Après, parce que les chasseurs, ils en veulent toujours plus, et puis dans mes clients, il y a certains chasseurs qui sont des cas un peu extrêmes, qui pêchent à des très grandes profondeurs, ou qui vont viser des très très gros poissons. Donc pour des besoins particuliers, après j'ai développé des modèles encore plus puissants. Les modèles Dantex, Bat Twice. Donc là, ce sont des double rollers qui sont faits pour propulser des flèches de très gros diamètre, entre le 8, le 8,5, voire le 9 maintenant. Donc c'est des flèches qui sont très lourdes. Et là, c'est des fusils qui vont être destinés à des gros poissons, avoir une très grosse portée sur des gros poissons. Donc ça, c'est des modèles d'agachon pur ou de pêche dans le bleu. D'abord, la première étape, on n'en parle pas souvent, mais elle est très importante, c'est la sélection du bois. Parce que même si il vaut ce prix-là, il faut quand même choisir les lattes pour qu'elles aient le sens du bois, le sens des fibres, la densité. Le teck, c'est un bois qui est relativement dense, donc il ne faut pas des lattes trop denses, sinon le fusil va couler. Donc il faut choisir les lattes sur différents critères. Ça, c'est le premier travail. C'est un travail qui est fastidieux parce qu'il faut choisir dans un gros tas de planches les meilleures. Donc il faut toutes les regarder une à une, les peser. C'est un travail que je fais une fois ou deux par an. Et pour ça, je prends l'avion, je me déplace chez mon fournisseur, il me laisse choisir mon bois et après je me le fais expédier en Corse. Après, le travail suivant, c'est un travail classique du bois. On va commencer par donc faire des lattes de bois, d'épaisseur choisie, les assembler en les collant. Donc ça, on les met sous presse. Donc le teck, c'est un bois gras, il faut le dégraisser plusieurs fois. Ensuite, on le colle. Et après, ça va être les différentes étapes du fusil. La première, ça va être rectifié. C'est un fût, quand il sort de collage, les lattes, il y a un peu des traces de colle, les lattes, elles sont pas tout à fait parfaites. Là, on va le passer dans une machine pour le rendre parfaitement rectangulaire. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il va y avoir toutes les étapes du travail du fusil. Donc, on va faire tous les perçages, tous les emplacements des pièces en fonction de chaque modèle. Et on ne peut pas faire un produit qui est pas cher et un produit de qualité, il faut le vendre au juste prix pour pouvoir en vivre. Donc d'utiliser des matériaux nobles, j'utilise l'inox, le bois, c'est le teck, c'est un des bois les plus nobles qui existent, c'est un bois qui est naturellement imputrescible. Et à aucun moment dans mon apprentissage, j'ai fait de concession à la qualité. J'ai toujours utilisé les matériaux, peu importe s'ils coûtaient cher, qui étaient les plus adaptés, et les méthodes, même si elles sont gourmandes en temps, qu'elles rallongent. Par exemple, là, maintenant, j'ai des méthodes qui rallongent le process de fabrication de 4 jours. Et bien, c'est pas grave, on prend 4 jours en plus pour fabriquer le fusil, mais c'est un produit qui va durer dans le temps et qui va être satisfaisant. Quand j'ai commencé à faire les fusils, la visserie, je la vissais au début directement dans le bois, en mettant un peu de résine pour que ça soit à peu près étanche. Mais j'étais pas très satisfait de cette méthode parce que c'était étanche, mais si on dévissait et qu'on revissait, des fois on avait des entrées d'eau à ces endroits-là, le bois noircissait. Donc assez rapidement, j'ai commencé à monter les fusils avec des inserts inox étanches. C'est-à-dire que c'est des petits inserts qu'on va visser dans le bois, on va les noyer dans de la résine pour au final que ça soit complètement étanche. Et du coup, ça permet de visser et de dévisser éventuellement, si par exemple on veut changer le moulinet ou quelque chose, de visser et de dévisser sans qu'il y ait d'entrée d'eau et sans que les vis elles puissent foirer, le bois s'use ou quoi que ce soit. Ça permet d'avoir quelque chose, bon ça coûte cher parce que des petites pièces en inox à produire c'est très coûteux, mais on a quelque chose qui résiste beaucoup mieux dans le temps. Là je les ai mis pour présenter, je vais les coller à la résine pour qu'elles ne bougent plus et qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau, que ce soit très solide. Et les inserts, d'un côté ils sont étanches et ils sont quand même filetés à l'intérieur. Le roller c'est quelque chose qui a évolué, on a fait des jeux de sando. Bon, le besoin c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tout le monde veut des fusils de plus en plus performants. Et petit à petit, on a fait ce que moi j'ai appelé le système plus, c'est-à-dire qu'on a dédoublé des sandos sous la face inférieure des fusils. Donc ça a généré des jeux de sando qui sont longs à monter, parce qu'ils sont montés avec une âme en dynéma et beaucoup de boucles, de ligatures. Sur un jeu de sando comme un épéor, on va avoir une douzaine de ligatures, alors qu'à un fusil classique, il y a 2 ligatures. Donc ces ligatures, il faut les faire soigneusement, il faut tout poncer pour que ça passe bien en tête. Les jeux de sando sont devenus... C'est pas très difficile à faire, mais c'est long. Il faut
faut juste être précis quand on prend les mesures des brins. Par rapport au travail du bois, c'est bien parce que c'est pas compliqué, mais c'est long par contre. Parce qu'il faut faire toutes les petites boucles en dynéma, qu'elles soient bien propres, bien brûlées, aux bonnes dimensions. Et puis surtout, ce qui est long, c'est ce travail-là. Les dynémas internes sur les sandos quand il y a besoin. Et ce brin-là, il faut le monter avec la dynéma à l'intérieur. La dynéma, son rôle, c'est d'éviter que le sando il s'étende trop, qu'il vieillisse au même rythme que les autres paires de sandos. Finalement, c'est ce qui fait la qualité. C'est-à-dire d'avoir un fusil qui est équilibré, qui est confortable. Il y a une notion de plaisir dans la chasse sous-marine qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années. Et c'est vraiment ça qui est important, d'avoir un fusil dans lequel on a confiance, qui tire bien, et aussi une arme qui est agréable à manier sous l'eau. Donc voilà, au bout de quelques années, ça fait maintenant 6 ans que je fais des fusils, j'ai une gamme qui couvre à peu près tous les besoins, avec la même qualité de produit, c'est-à-dire que le plus petit fusil de 70 cm, il est aussi monté sur un serre inox, il est aussi équilibré à la main. D'ailleurs, c'est les plus difficiles à équilibrer, les petits fusils. Et on a une gamme qui va du 75 cm jusqu'au fusil d'1,35 m, qui permet de pêcher depuis le rouget jusqu'au marlin, et avec un niveau de performance et de confort, de plaisir qui est élevé pour toute la gamme. Il n'y a pas une partie qui est dénigrée, j'ai accordé la même importance au fusil du plus petit au plus grand. Ma satisfaction, c'est quand j'ai des clients qui sont contents, peu importe le niveau. Peu importe que ce soit une personne qui pêche pendant ses vacances dans 3 mètres d'eau, ou un champion qui pêche dans 50 mètres de fond. Je suis content de faire un métier qui change de l'ordinaire, et d'essayer de répondre aux besoins des gens. Finalement, ce qui fait plaisir, une grande partie du plaisir, c'est pas tellement dans le travail, parce que c'est dur mentalement et physiquement, c'est dans l'échange avec les gens et de répondre à des besoins et d'avoir des clients satisfaits. Entièrement fabriqué à la main, on peut dire que Karl est fier de ses fusils. D'ailleurs, il les signe de son nom. De retour dans la baie d'Ajaccio, nous passerons la journée à tester les fusils de Karl. Le jour se lève et nous sommes déjà en mer, car nous savons qu'aux premières lueurs, les dentis sont nombreux et peu méfiants. Nous profiterons de cette occasion pour les surprendre. Pour cette pêche, nous nous posterons à différents endroits, car il est inutile de se focaliser sur une seule et même zone. Après avoir enfilé notre combinaison et vérifié scrupuleusement notre équipement, à nous de jouer. Le relief des montagnes, escarpé et rocheux, se retrouve dessiné à l'identique dans les fonds marins. C'est un paysage impressionnant, constitué de grottes, de pics, de parois verticales, où se cachent mérous et autres poissons. Pour pêcher les dentis, la technique utilisée sera l'agachon. Cela consiste à se camoufler dans les reliefs et attendre le moment opportun. Cette technique est difficile. Un seul faux mouvement et les dentis disparaissent. De plus, les variations de courant et de température incitent les poissons à changer de profondeur et de comportement. Il faut donc sans cesse s'adapter. C'est une des pêches les plus exigeantes et des plus compliquées.
Bien que les dentilles soient appréciés pour leur qualité gustative, notre motivation première est avant tout le contact avec la nature, la pratique de notre sport favori et la découverte de ces côtes sauvages. Comme tout bon pêcheur, digne de ce nom, il y a des jours où nous préférons rentrer bredouille. Ce monde aquatique, ce silence, cette immensité, il n'existe pas de mots pour exprimer ce ressenti. Une fois submergés, nos sens sont décuplés. Nous accédons à un ailleurs où l'élasticité du temps nous procure une paix intérieure. Contrairement à certaines zones de la Méditerranée, la qualité du littoral marin de la Corse est exceptionnelle. En effet, ces fonds rocheux la préservent du chalutage. La Posidonia oceanica est une plante à fleurs marines présente dans presque toute la Méditerranée. Elle est à l'origine d'un écosystème marin unique. Appelée herbier de Posidonie, elle constitue non seulement un lieu de vie et d'alimentation pour de nombreux poissons, mais aussi un lieu de ponte et de nurserie. C'est à ce jour l'écosystème le plus utile sur la planète. Karl est à l'affût. Il connaît chaque recoin, chaque roche, ainsi que les habitudes des dentilles. Une bonne apnée est primordiale. Patience, discrétion. Les mouvements doivent être maîtrisés et furtifs. Les secondes semblent interminables. Restez concentrés, car l'instant est unique. L'index, posé sur la gâchette, sait pertinemment à quel moment la cible sera touchée. C'est, j'en suis sûr, ce qui caractérise un bon pêcheur. Cette pêche demande une bonne condition physique. Et puis, quel plaisir de chasser avec un fusil que l'on a fabriqué. Ah d'accord, toi c'est un autre système toi. Même si c'est un sport individuel, il est préférable de pêcher en binôme. Aujourd'hui, Bati nous accompagne. Comme Karl, c'est un passionné. Nous partons du port de Cargèse, direction plein nord. Nous nous dirigeons vers une zone de pêche proche du Capo Rosso, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entouré de falaises en porphyre rouge, le jour se lève et nous sommes déjà sur les lieux. Même si une prise en main est nécessaire, les fusils de Karl s'arment facilement. Enroulé autour du poignet, un bracelet muni d'un crochet permet de charger les sandoses jusqu'à un cran intermédiaire. On répétera ce geste pour armer jusqu'au dernier cran. La deuxième paire de sandoses se charge à l'identique. Quand tout est prêt, le jeu peut enfin commencer. Une autre belle pièce,
Petite mais belle. Les couleurs irisées des dentilles sont étonnantes. Bleu, argenté, magenta, toutes les tonalités se confondent. C'est une véritable chance de pêcher dans de tels lieux. Devant nous s'étire la côte sauvage et escarpée, les falaises du Capo Rosso, les îlots, les criques. C'est un spectacle éblouissant. On ne l'appelle pas l'île de beauté par hasard. Il est vrai que, sans bateau, nous n'aurions pu effectuer ce périple, car beaucoup d'endroits restent difficiles d'accès. Ces falaises, soumises à l'action de l'érosion, finissent par s'ébouler, laissant derrière elles de curieux paysages. Là, une citadelle engloutie, ici, un passage secret. Je ne cesse d'être surpris par la variété de ces figures, par ces formes invraisemblables. La beauté de cette île se trouve aussi bien sur la terre ferme que dans son littoral sous-marin. C'est avec cette énorme dentille que nous quittons ce petit paradis. Karl n'est pas seulement un amoureux de la mer, mais c'est aussi un artisan talentueux. Son mode de vie en est bien la preuve.